Jérémie 33, versets 1 à 10. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois, en ces mots, pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute, lui dont le nom est l'Éternel. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les maisons de cette ville et sur les maisons des rois de Juda, qui seront abattus par les terrasses et par l'épée, quand on s'avancera pour combattre les Chaldéens, et qu'elles seront remplies des cadavres des hommes que je frapperai dans ma colère et dans ma fureur, et à cause de la méchanceté desquels je cacherai ma face à cette ville. Voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Je ramènerai les captifs de Juda et les captifs d'Israël, et je les rétablirai comme autrefois. Je les purifierai de toutes les iniquités qu'ils ont commises contre moi. Je leur pardonnerai toutes les iniquités par lesquelles ils m'ont offensé, par lesquelles ils se sont révoltés contre moi. Cette ville sera pour moi un sujet de joie, de louange et de gloire, parmi toutes les nations de la terre qui apprendront tout le bien que je leur ferai. Elles seront étonnées et émues de tout le bonheur et de toute la prospérité que je leur accorderai. Merci Seigneur encore pour cette émission, pour cette nouvelle année, Père éternel, que nous commençons avec toi et que nous voulons terminer avec toi, car tu es l'alpha et l'oméga. Nous te remettons tout ce qui va être dit, tout ce qui va être fait, chaque maison, chaque famille, et nous te disons merci déjà de ce que tu es avec nous, Seigneur éternel, que jusqu'ici, tu nous as secourus. On peut dire Ebenezer, Ebenezer. Et merci de ce que, Seigneur, Papa, tout ce que tu commences, tu le termines aussi, Seigneur. Père, nous te donnons gloire. C'est dans le précieux nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Amen. Musique très entraînante. Alors, bonjour auditeurs, auditrices des ondes. Très heureuse de vous retrouver après de longues vacances. Alors, vous êtes à l'écoute de l'émission L'éducation, parlons-en sur les ondes de la radio La Voix de la Vérité de l'Église évangélique Philadelphie de Montréal. Une émission qui est animée par des enseignantes. Alors, aujourd'hui, derrière les micros, moi, Annette et madame, Jenny. Bonjour Jenny, Jenny Laguerre. Bonjour Jenny, ça va? Bonjour Annette, ça va très bien, merci. Grâce à Dieu et pour toi. Oui, ça va. Dieu est bon, Dieu est fidèle. Amen. J'ai de beaux témoignages. Yes. Dieu a été fidèle dans ma vie. Dieu, je pense que je peux prendre 30 secondes pour rendre gloire à Dieu, pour bénir le nom de l'Éternel, parce que aujourd'hui je suis dans la joie, parce que Dieu m'a fait grâce. Mon gendre, le mari de ma fille, a eu un grave accident lundi avec mon petit-fils à bord de la voiture. Un très grave accident. Vous savez, lundi soir, c'était extrêmement glissant. Donc, il a glissé, il a perdu le contrôle de la voiture. Il s'est retrouvé de l'autre côté. Il a fait un face-à-face avec une voiture qui venait en sens inverse. Sa voiture, c'est une perte totale. Tu comprends? Le choc a été tellement fort que la voiture est une perte totale. Mais grâce à Dieu, je n'ai pas les mots pour bénir le nom de mon Dieu. Le mari de ma fille, mon beau-fils, a eu une blessure au genou. Il a été opéré, il va super bien. Et mon petit-fils, absolument pas une égratignure. Alors aujourd'hui, il a 2 ans. Je célèbre, je bénis le nom de l'Éternel. Yes. Parce que imagine-toi, comment j'aurais fait pour consoler ma fille qui aurait perdu son fils et son conjoint. Tu vois, ce matin, j'étais sur ma page Facebook et j'ai vu une connaissance dont la belle-fille, je crois, a eu un accident similaire à ce que mon beau-fils a eu et la jeune fille est décédée. Donc, tu vois, pour moi, c'est la main de Dieu, tout simplement. Oui. Je veux bénir le nom de Dieu. Je veux vraiment rendre action de grâce à l'Éternel pour ses bienfaits
dans ma vie, dans la vie de ma famille. Alors voilà, c'est ça que je voulais partager. C'est ça la bonne nouvelle de la semaine. Amen. Amen. Dieu est grand, Dieu est bon. Oui. Et comme tu disais tantôt, quand on était hors onde, c'est que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Amen. Amen. L'accident a eu lieu. L'accident a eu lieu, mais Dieu a fait grâce. C'est ça. Merci Seigneur. Yes. Alors Jenny, as-tu quelque chose pour nous aujourd'hui comme conseil de prof? On sait qu'on est à la fin de l'étape, les examens s'en viennent. Oui, donc c'est vraiment un rappel aux parents de rester à l'affût. C'est la deuxième étape qui se termine, donc on est rendu presque à la fin. Là. Donc en fin janvier, on termine la deuxième étape, donc à surveiller le prochain bulletin, mais ne pas nécessairement attendre que le bulletin arrive pour déjà avoir un constat de la situation de votre enfant. Vous pouvez déjà questionner votre enfant, comment ça se passe à l'école. Là, ça fait 2 semaines qu'on est retourné et là, ils sont en période où est-ce qu'il y a beaucoup d'évaluations. Donc, comment ça se passe? Comment est-ce qu'on peut l'aider? Est-ce qu'il y a des récupérations? Est-ce qu'il sait déjà d'avance quelle note qu'il va avoir ou comment ça va se passer? Donc, c'est de ne pas attendre à la dernière minute, mais de déjà prendre les devants et d'être à l'affût de ce que les enseignants aussi envoient, rester en communication, en bonne communication. On est des partenaires, les parents, avec les enseignants. Donc, c'est de rester vraiment dans un esprit de communauté autour de l'enfant qui voit qu'on est là pour le supporter. Donc, c'est de l'encourager toujours vers le haut. Même s'il y a des difficultés, c'est de regarder, de ne jamais oublier les forces aussi de votre enfant. On peut aussi, pas nécessairement dans la comparaison, mais en ayant la capacité de voir c'est quoi qui a évolué depuis le début de l'année jusqu'à maintenant. Même s'il était à 45%, maintenant qu'il est à 50%, ben c'est de l'évolution. Donc, il faut être capable de voir les petites victoires qu'on appelle, mais c'est les petites victoires qui font les grosses victoires par la suite. Donc, il faut continuer d'encourager, rester à l'affût pour les prochaines semaines. Yes, merci Jenny. Alors, c'était au mois d'octobre, je crois qu'on a reçu une invitée ici. Et à ce moment-là, on avait parlé du diagnostic de TSA. Alors, aujourd'hui, Dieu est bon, elle est revenue aujourd'hui pour continuer à parler encore des TSA, mais aujourd'hui, on va parler du processus d'adaptation. Donc, on va aller plus en détail aujourd'hui avec cette experte que Jenny va nous présenter. Alors, Nausicaa Jean, notre invitée, est une maman de 3 enfants âgés entre 10 et 16 ans, dont un garçon et 2 filles, mariées depuis 16 ans, bientôt 17 ans. Elle est diplômée de l'Université de Montréal, un baccalauréat en arts et sciences, un DESS en administration sociale et un autre en travail social. Elle travaille présentement au Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval comme travailleuse sociale et avant, elle était éducatrice spécialisée. Nous avons travaillé ensemble, entre parenthèses. Donc, elle travaille auprès de la clientèle ayant un trouble du spectre de l'autisme, qu'on dit TSA, depuis une vingtaine d'années. Ce qui la passionne le plus, c'est vraiment d'animer des groupes de parents et d'aider ces derniers à cheminer. Sa clientèle se situe entre le 0 et 6 ans, donc la petite enfance, qui ont un diagnostic de TSA ou qui sont en attente d'une évaluation, soit pour confirmer ou infirmer le diagnostic. Alors, avec nous aujourd'hui, Nausicaa Jean. Salut. Salut Nausicaa. Salut, merci beaucoup Anne de m'avoir réinvitée. C'est vraiment c'est un plaisir. Merci à toi d'être revenue parmi nous. Donc, on apprécie ta présence et on a bien hâte de comprendre ce qu'est le processus d'adaptation. Je pense que ce sont 2 beaux mots, mais on a hâte d'aller plus en profondeur dans ce sujet. Merci encore d'avoir accepté l'invitation, Nausicaa. C'est une joie de t'avoir dans nos studios aujourd'hui. Alors, Nausicaa, on sait que ce processus, c'est une étape qui peut être très délicate et émotive pour les familles, les proches et même les professionnels concernés. Puis ça comporte plusieurs phases, puis ça peut être très, très, très difficile à traverser, mais c'est quand même nécessaire. Puis ça peut porter aussi, ça demande beaucoup de résilience pour la famille. Donc,
est-ce que tu pourrais, Nausicaa, nous dire, tu as parlé de 5 étapes, c'est ça? Il y a 5 étapes. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? En fait, il y a 5 étapes quand on parle de processus d'adaptation. Et quand on parle de processus d'adaptation, c'est qu'il y a un événement dans la vie de monsieur, madame, tout le monde qui va arriver et qui va susciter des émotions, une émotion forte, qui va susciter ce qu'on appellerait aussi un déséquilibre. Donc, ce déséquilibre-là, c'est elle qui va amorcer ce processus d'adaptation-là. Donc, on a 5 étapes. Il y a le choc, le déni, la détresse, l'adaptation et la réadaptation. Il est possible que d'autres personnes les connaissent sur d'autres noms, mais en général, je dirais que les symptômes sont similaires. Là, aujourd'hui, on va spécifiquement parler quand les familles reçoivent un diagnostic de TSA. Et je dirais que dans ma pratique, ce que j'ai beaucoup vu aussi, c'est que même quand les parents ont ce qu'on appelle des drapeaux rouges, des drapeaux rouges, c'est qu'ils voient qu'il y a quelque chose qui se passe, ils vont quand même vivre une certaine émotion quand c'est confirmé, quand ils sont dans le bureau du médecin et que là, le médecin va dire, écoutez, après les évaluations qu'on a faites, après tout ce qu'on a regardé, d'après les critères du DSM-5, on va poser un diagnostic de TSA. Et bien souvent, tu veux que parce que là, il y en a 5. Tu me diras comment tu veux que j'aborde chaque, mais le choc, c'est vraiment la première étape. C'est vraiment... Puis le choc ne se vit pas, toutes les étapes, en fait, ne se vivent pas de façon similaire pour chaque individu, chaque parent. Ça peut être la tante, ça peut être la grande sœur, ça peut être l'autre enfant qui est dans la maison. Le processus d'adaptation touche tout le monde, en fait. Mais personne ne le vit de la même façon. Ce qui est normal, ça ressemble un peu au deuil. Tout à fait, exactement. Ce sont les mêmes étapes, en fait, que le deuil. Ouais. Exact. Donc, si je comprends bien, si un parent avait déjà des doutes, des soupçons, il se questionnait, mais que ce n'était pas encore confirmé, il n'a pas encore vécu nécessairement ce choc-là quand le diagnostic tombe et puis là... Non, parce qu'il y a encore ce petit espoir. Exact. Puis il y a aussi cette ambivalence, tu sais, de... ça se peut que ça soit pas ça, comme ça se peut que ça l'est, mais on va plus se dire qu'il existe quand même 50% de chances que ça ne soit pas. Donc, on va s'accrocher à ce 50%-là. D'où le fait que le choc, il n'arrive pas encore. Le choc arrive vraiment quand ça tombe. Mais vous savez, il y a aussi d'autres parents qui vont passer au travers du processus d'adaptation sans nécessairement passer par le choc, mais qui peuvent le vivre un peu comme un soulagement. Je sais enfin pourquoi mon enfant est comme ça et que ce n'est pas parce que je suis un mauvais parent. Que ce soit le papa, que ce soit la maman, c'est pas parce que je faisais mal, j'avais pas de compétences parentales. En fait, ce n'était pas ça. Les comportements de mon enfant s'expliquent enfin par quelque chose. Donc, il y a quand même les deux cas qui peuvent arriver. Mais Nausicaa, quel type de soutien crucial est-ce qu'on pourrait apporter aux parents à cette étape-là, l'étape du choc? Ça dépend de chaque personne. Parce que il y a des par exemple, ce qu'on va voir, c'est qu'il peut y avoir des parents qui vont être, on va leur annoncer le diagnostic et ils vont tout de suite fermer leurs oreilles. Donc là, c'est fini. On est dans le déni, on veut rien savoir, elle n'existe pas. Comme on dit un peu, l'éléphant rose est là, mais on ne le voit pas. On refuse de le regarder. Comme aussi, il peut y avoir dans le même couple, la maman qui va être comme, OK, je comprends, je vois ce qui se passe, maintenant, je suis prête à travailler. OK? Mais là, c'est parce que tout ce que la maman va peut-être essayer de travailler va être boycotté de côté par le parent qui n'y croit pas. Exactement. Donc, quelle aide qu'il faut donner à ces familles-là? De l'écoute, de l'empathie. Et aussi de les écouter selon où est-ce qu'ils sont arrivés. Parce qu'il y a des parents, ce n'est pas maintenant qu'ils ont besoin de cette aide-là, parce qu'ils sont beaucoup trop pris par leurs émotions. Des fois, ils vont avoir besoin de digérer avant de pouvoir mettre un mot dessus. Comme on dit un peu comme le deuil. Tu sais, quand quelque chose arrive là, on dit, OK, mais parle-nous-en. Les mots ne sortent pas. Le cerveau refuse de mettre des phrases, puis la bouche refuse de dire ce qui se passe. Pourquoi? Parce que c'est encore trop fort. Des fois, moi, je vais dire à mes parents, vous savez, il faut que vous attendiez qu'il y ait un lien qui se fait entre votre cerveau et votre cœur. En ce moment, votre cerveau, il pense, mais votre cœur, il ne le croit pas encore. Fait que des fois, on va trouver des parents, ce qu'on peut trouver beaucoup dans la détresse, c'est ces parents-là dans le déni plutôt, c'est ces parents-là qui vont travailler beaucoup, qui vont faire toutes sortes d'activités pour ne pas penser. Pour ne pas vivre l'émotion. Exactement.
parce que quand, au moment où est-ce qu'ils vont se mettre à vivre cette émotion-là, c'est que tout le corps va être envahi. Moi, j'aime à dire, le cerveau, le corps, c'est un ordinateur extraordinaire qui est magnifique. C'est juste une protection. C'est pas parce que la personne, mon Dieu, il est stubborn ou bien il est têtu, comme on peut dire, il est têtu. Non, c'est pas parce qu'il est têtu, c'est parce que son corps a besoin de temps pour assimiler ce qui est en train de se faire, pour faire le lien avec son cœur. Et à ce moment-là, petit à petit, il peut commencer à voir, oh oui, il y a réellement quelque chose. Mais c'est un peu normal. C'est comme faire un deuil de l'enfant idéal qu'on voulait avoir. Wow. Totalement. Puis ça prend beaucoup d'empathie. Il faut comprendre aussi que c'est pas facile pour le parent. Non, c'est pas facile. Puis j'aime le mot que tu dis, enfant idéal. Tous les parents, n'importe qui, en fait, on a des références de ce que c'est qu'un enfant, de ce que c'est que le développement d'un enfant. Donc, on va se baser sur ce qu'on connaît pour, à notre tour, interagir avec notre enfant. Nous, quand on était enfant, comment nos parents nous éduquaient, la tante, la sœur, nos nièces, nos neveux, ce sont les références qu'on a autour de nous. Donc, quand notre enfant arrive puis qu'il a des défis sur le plan développemental, puis qu'on pose un diagnostic de TSA, à ce moment-là, le parent n'a plus de repères. Exactement. Je fais comment? C'est vrai, c'est vrai. Fait que c'est ça qui devient difficile pour le parent et qui fait que justement, cet enfant idéal, comme on dit, waouh! Puis aussi, il faut toujours se questionner. Il y a des parents qui vont être plus résistants que d'autres, que j'aime à dire. Ils vont dire, ben voyons donc, qu'est-ce qui se passe à ce parent-là? Il faut aussi prendre en considération que ça se peut que ce parent-là a quitté son pays pour venir ici, pour justement, pas pour lui, pour cet enfant-là. Okay? Il va devenir médecin, il va devenir avocat, il va devenir ci, il va devenir ça. Fait que là, c'est de dire, il faut que je reconsidère tout le plan de vie que j'ai mis, que j'ai concocté pour mon enfant, pour me dire, il faut que je recommence. Mais c'est ta vie qui est chamboulée aussi, parce que ça prend tous les moyens d'adaptation aussi pour t'adapter à cet enfant-là. Oui. Il faut comprendre ton enfant, comprendre sa façon de penser, sa façon de communiquer. Parce que nos références neurotypiques, c'est que l'enfant communique. Bonjour, salut, ça va. Va chercher tes jouets, range tes jouets. OK, mais il regarde quelque chose, il peut l'imiter. Mais non, chez l'enfant qui a un TSA, il ne fait pas par imitation. Et probablement, ça se peut que ce soit non-verbal aussi. Donc, il n'a même pas la capacité de parler. Fait que là, le parent, il est dans le néant. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a, mon fils. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut. Il n'est pas capable de... Il n'y a pas d'échange qui se fait. En réalité, c'est faux parce que l'enfant communique à sa façon. Donc là, on est dans le déni. Là. On est dans le déni. On est dans le déni, on est dans le choc aussi. Puis si je peux me permettre, quand on parle du choc, ce qu'on va voir aussi, c'est que le parent a un blocage émotif. Il peut aussi sentir qu'il est confus. Et il y a beaucoup de honte. Oui. Il y a beaucoup de honte. Normal. Les communautés culturelles, je ne vais pas vous mentir, on va se le dire, j'ai beaucoup plus de sentiments de honte, de culpabilité chez nos familles multiculturelles que chez nos familles, je dirais, de souche, qui sont... Les Caucasiens. Et les Caucasiens, parce que c'est comme si que, étant donné qu'ils l'entendent beaucoup plus, qu'ils côtoient beaucoup plus, puis je dirais aussi qu'il y a une certaine ouverture d'esprit qui est différente, puis c'est selon la société. Notre société québécoise, elle sensibilise beaucoup la population à l'autisme, qui fait que... une personne caucasienne est comme, ben oui, je l'ai déjà entendu, ou j'ai un cousin, ou j'ai un oncle, ou j'ai quelqu'un quelque part. Mais une famille immigrante qui vient d'arriver, puis qui est seule, là, qui connaît personne, puis qu'on le rencontre dans le bureau pour lui annoncer ça, là, c'est extrêmement difficile. Il n'a pas de référence, et encore moins personne. C'est ça. Pour dire, oui, moi je connais, je peux te soutenir. Fait que bien souvent, ils vont s'isoler. Oui, parce qu'ils le prennent sur eux. Mais non, c'est ça, ils le prennent sur eux. C'est comme si c'est de leur faute. Oui. Et c'est ça qui fait qu'il y a comme un mécanisme de défense, puis ils se renferment, puis ils vont rester dans leur coin. Mais oui, vas-y, Alain. Oui, moi, ce que j'allais dire, c'est que il faut comprendre aussi qu'il n'y a pas d'adaptation nulle part. Même au niveau de nos églises, il n'y a pas d'adaptation pour ces enfants-là. Je ne sais pas. Pas toutes les églises. Pas toutes les églises. Je pense que le fait qu'on a de plus en plus de professionnels chrétiens qui connaissent le TSA, ils vont être plus sensibles justement à être dans le département des enfants, par exemple, et ils vont être en mesure de nommer que, OK, cet enfant-là, on observe des choses et tout, on va adapter. Nous, à notre église, oui, quand on a des enfants qui ont des besoins particuliers, puis c'est bien parce que moi, je connais bien, la co-directrice aussi, elle est orthopédagogue, elle connaît bien aussi le sujet. Donc oui, on a tendance, on s'assoit, puis on en parle et on sensibilise toutes les autres monitrices à ça peut arriver et comment est-ce qu'on doit soutenir l'enfant, parce qu'en soutenant l'enfant, on soutient le parent et quand le parent sent que j'ai de l'aide, il va être plus encouragé aussi à venir.
mais tu as raison, c'est pas toutes les églises. Et j'ai connu beaucoup de familles avec qui j'ai intervenu qui ont arrêté d'aller à l'église parce qu'il il y en a plusieurs. Ils ont arrêté. Ils ne peuvent plus se présenter à l'église parce qu'ils disent qu'ils doivent gérer leur enfant puis ils sont pas capables de gérer leur enfant. Ils se sentent regardés. Ils se sentent regardés, justement. Ils ont l'impression qu'ils sont jugés par le regard des autres. Fait que je trouve que c'est pas la place idéale. On regarde pas les gens avec des yeux comme ça. L'église, c'est un hôpital puis tout le monde peut y venir. Ce qui arrive, Nausicaa, c'est que pour les gens qui ne sont pas éduqués, je veux dire, à ce niveau-là, à savoir, qui ne savent pas c'est quoi le TSA, ces gens-là, ils vont être portés. Puis moi aussi, je l'ai fait dans le passé, à voir cet enfant comme étant un enfant mal élevé. Exact. À regarder le parent, mais là, fait quelque chose. Pourquoi tu laisses ton enfant agir comme ça? Donc, c'est normal. C'est là aussi qu'on voit que, oui, ça va prendre une éducation, il va falloir éduquer la communauté. C'est sûr que les églises ont quelque chose à faire. Ils doivent s'informer, les pasteurs doivent être mis au courant aussi, puis mettre une structure en place pour bien répondre à leurs besoins. C'est essentiel, c'est important. Grâce à Dieu, Grace est en train de travailler là-dessus. Amen. Amen. Donc, on a parlé du choc. Oui. Moi, ça me fait penser quand j'ai perdu ma mère, je savais que ma mère était très malade, qu'elle allait mourir, mais cette journée-là même, je l'ai senti. Je suis restée couchée. J'ai été lui rendre visite, je suis rentrée à la maison, je suis restée habillée. Je savais qu'elle allait mourir, mais le choc était quand même présent. Et tout de suite après, il y a eu le déni, parce que tu avais posé la question, Jenny. Même si le parent avait quand même des soupçons, le parent voyait quand même les red flags. Mais ça ne change rien que le choc est quand même présent. Mais les parents qui sont dans cette étape du déni, quels sont les moyens au niveau psychologique? Qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner? En fait, vous savez, chaque individu, l'être humain est magnifique, l'être humain est extraordinaire. Je dis souvent à mes parents, on ne peut pas tirer sur une fleur pour la faire pousser plus vite. J'aime ça. On ne peut pas non plus pousser sur une personne pour le faire vivre son processus d'adaptation plus rapidement. OK? Ça va avec son temps. Donc, et quand je dis ça va avec son temps, il y en a qui vont se trouver des moyens. Moi, ce que j'encourage mes parents à faire, c'est d'aller s'informer, d'écouter, de rentrer dans des groupes où est-ce qu'il y a des parents qui ont déjà passé par ce processus-là pour leur donner ce qu'on appelle une perspective. Je les encourage aussi à en parler avec leur famille, mais seulement les membres de la famille avec qui ils se sentent en confiance et proches. Parce que du moment que le parent commence à ouvrir, là, c'est Là, les choses sortent. Puis vous savez, on dit souvent, c'est pour ça qu'on donne des fois un journal intime à nos ados, parce qu'on veut qu'ils écrivent. Mais en écrivant, on partage ce qu'on a dans le cœur et dans la tête, on s'en décharge un peu. Fait que moi, j'encourage les parents à trouver quelqu'un à qui tu peux en parler, puis que tu te sens à l'aise, tu te sens confortable et en confiance. Trouve quelqu'un aussi, surtout quand tu es chrétien, qui peut prier avec toi. OK? Tu sais, dans le monde chrétien, on va souvent dire aussi, on va prier, puis mon enfant ne sera plus TSA. Et parfois, on se dit, mais c'est parce que ce qui se passe, même dans le monde séculier, arrive aussi dans le monde chrétien. La différence, c'est comment on va dealer avec, comment on va... Désolée, j'ai tellement de films en anglais aujourd'hui que... Merci. Okay. C'est comment est-ce qu'on va s'organiser pour passer au travers. OK? Fait il faut être patient, il faut avoir de la douceur, il ne faut pas être dans le jugement, il faut encourager la personne, simplement la présence d'une personne, parce que je suis sûre que quand on perd quelqu'un, juste la présence de quelqu'un, c'est réconfortant. Exactement. On n'a pas besoin que la personne parle. Ça peut être, par exemple, de dire, écoute, tu vas aller prendre une marche? Ben, je vais rester avec l'enfant pour toi. Juste, va te décharger l'esprit. Okay? Ça, c'est toutes des stratégies. J'aime aussi dire, quand vous avez une passion, quelque chose que vous aimez, que ce soit la musique, que ce soit faire de la cuisine, le jardinage, c'est quelque chose que la personne peut faire parce que ça permet d'aider justement à ce processus-là qui est en train de se faire. Et ce que j'ai remarqué aussi parfois, c'est que les parents n'entament pas le processus d'adaptation. Pourquoi? Parce que l'enfant a tellement des besoins que le parent s'est mobilisé immédiatement. Sur l'enfant. Exactement. Et je veux répondre aux besoins de mon enfant. Je vais aller chercher de l'orthophonie, je vais aller chercher de l'ergothérapie. Là, je vais aller en privé. Là, je vais faire ci. Fait que là, le parent est en mode survie. Mais il ne s'est jamais arrêté pour dire, hey,
je me sens comment, moi, depuis que je l'ai reçu, ce diagnostic-là? Wow. Mais moi, j'aurais pensé que c'est une bonne chose que le parent se mobilise et essaie par tous les moyens de trouver les bonnes ressources. Oui, puis non. Oui, puis non. Oui, parce qu'on est en train d'aider l'enfant, mais il faut faire attention. Est-ce que c'est parce que le parent veut régler l'enfant, que l'enfant ne soit plus, que le parent se mobilise à ce point-là pour que le diagnostic disparaît. OK, si je le fais là, j'ai de l'orthophonie en privé. Il va guérir, exactement. Et c'est là que ça peut être, ouf, il faut faire attention. Puis moi, bien souvent, je vais le demander, mais parlez-moi, comment vous vous sentez depuis que vous avez reçu le diagnostic? Puis bien souvent, il y a des parents qui font, j'ai jamais pensé à ça. Et c'est là que je vais venir délier cette émotion-là, puis je vais venir aider le parent à se reconnecter. Fait que j'ai comme une image, je ne veux pas te couper, Nausicaa, mais c'est comme dans les avions, là, quand ils donnent l'instruction de si jamais vous voyez le truc là, d'oxygène descendre, avant de le mettre sur quelqu'un d'autre, mettez-le sur vous aussi. Exact. C'est comme ça me fait penser à vraiment le parent. Il ne doit pas mettre de côté la personne qui est l'enfant, mais il doit prendre le temps de lui respirer, s'arrêter, respirer, voir comment moi je vais, c'est quoi mes besoins aussi, et pour pouvoir aider aussi son enfant. Puis, tu sais, c'est exactement ce que moi j'utilise avec les parents. Je leur dis, si vous n'avez pas, si vous ne mettez pas le masque à air pour avoir de l'oxygène, vous ne pourriez pas secourir votre enfant. Exact. Parce que le réflexe, en fait, c'est que je vais donner l'oxygène à mon enfant parce que je ne veux pas que mon enfant, rien lui arrive. Mais si moi, je ne suis plus là, je ne peux plus gérer mon enfant. Je ne peux plus rien faire. Fait qu'on va encourager les parents à prendre soin d'eux pour pouvoir être disposés, disponibles pour pouvoir s'occuper de son enfant. Et un parent qui ne dort pas, c'est pas un parent qui est disponible, c'est un parent qui est irrité. Puis, en plus d'être irrité, dans la journée... Puis bien souvent aussi, ce qu'on va retrouver chez nos cocos qui ont un TSA, des fois, le trouble de sommeil peut être très présent. Donc, l'enfant ne dort pas, le parent ne dort pas non plus. Parce qu'il est tout le temps, il faut qu'il s'en occupe. Des fois, il peut y avoir de la rigidité au niveau de l'alimentation. Tous ces éléments-là, tous ces facteurs-là font en sorte que le parent, dans son processus d'adaptation, ça le rend encore plus difficile. Donc, c'est encore plus difficile pour lui de se mobiliser pour justement passer au travers de ces étapes-là. Mais on parle de TSA, je m'excuse. On parle de TSA, mais on dirait, ça me fait penser à n'importe quel diagnostic qu'on pourrait recevoir pour un enfant, pour un adolescent. Il a des idées suicidaires, il fait une dépression. Présentement, il a un trouble d'apprentissage. On dirait n'importe quel... Ça s'applique trouble de langage, de l'aphasie, peu importe. C'est un deuil pour tout. C'est un choc. Tout ce qui vient... qui fait en sorte que le regard du parent, ou même par rapport au plan qu'il avait pour son enfant, ça vient tout chambouler ses plans. Parce que n'importe quel parent, ils font des plans pour leur enfant. Mon enfant sera ça, mon enfant sera ci. Mais ça vient chambouler les plans et ça demande aux parents, tu sais, quand on parle de processus d'adaptation, pas seulement au niveau des émotions, mais aussi au niveau de, OK, maintenant, qu'est-ce que je dois mettre en place? Puis tu sais, quand on parle de la détresse, c'est le processus qui est le plus difficile à vivre. Parce que dans la détresse, c'est vraiment, la culpabilité est encore plus immense. Et là, le parent va beaucoup chercher à aller infirmer le diagnostic par d'autres professionnels. Le parent peut, tu sais, quand l'éducatrice ou la personne va venir travailler, va avoir tendance à ne pas accueillir la personne. Il va y avoir beaucoup de pleurs, de renfermement, parce que le parent se dit, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Puis tu sais, il y a des parents qui vont dire, j'ai pas bu, j'ai pas fumé, j'ai rien fait, j'ai tout bien fait pour que ça se passe bien. Comment ça se fait que mon enfant a un diagnostic de TSA? C'est ça que je voulais te demander, Nausicaa. Est-ce que tout est bien expliqué aux parents pour que le parent comprenne exactement ce diagnostic-là? Totalement. Qu'est-ce qui a fait en sorte que mon enfant est... Totalement. Les professionnels se basent, puis ça, c'est international, mondial, que je peux dire, c'est le DSM-5. Okay, le DSM-5, c'est un peu le dictionnaire de la santé mentale. C'est où se trouvent tous les critères. Un professionnel va se baser sur les critères, donc la communication sociale, l'interaction sociale, les intérêts restreints, tout ce qui est les maniérismes, le flapping, tout ça, ce sont des manifestations qu'on va voir clairement. Le professionnel va prendre le temps aussi pour dire quand l'enfant est né, c'est quoi au niveau de son développement, à quel âge est-ce qu'il a fait telle chose, est-ce que l'enfant est capable de parler, est-ce que
des fois, on va appeler l'enfant par son nom. Est-ce que l'enfant répond à son nom? Tout ça, c'est des critères que le médecin va se baser, le professionnel. Puis quand je dis médecin, c'est un psychologue ou un pédiatre qui peut, ou un neuropsychologue qui peut donner le diagnostic. Ce sont eux qui vont poser ce diagnostic. Et tout est expliqué aux parents pour que le parent puisse bien comprendre qu'il n'a rien fait pour que ça arrive. Cet enfant-là est venu au monde ainsi. Ce qui se passe aujourd'hui à notre époque, c'est qu'il y a beaucoup plus d'études pour comprendre le TSA, mais aussi les manifestations. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'on en voit beaucoup. Et je me rappelle, il y a quelque chose, quelqu'un m'avait dit, j'ai trouvé ça tellement extraordinaire. Il dit, mais quand j'y pense, on avait une arrière-grande-tante. Elle était tout le temps enfermée. Elle était toujours en colère, fâchée sur nous. On disait qu'elle était mal élevée. Mal élevée. Elle ne veut prendre personne dans ses bras. Elle était froide et distante. Et là, elle est en train de faire des liens. Là, j'étais comme, ben voilà. Mais c'est parce qu'avant, c'était pas connu. Maintenant, c'est connu. Donc, on le voit plus. Et ce qui est bien aussi, je trouve, c'est que plus tôt on le sait, mieux on peut mettre des adaptations en place pour soutenir le parent à soutenir son enfant. Fait que... Wow. Fait que dans le fond, l'étape de... Parce qu'on a parlé du choc, on a parlé du déni, on est rentré dedans. Puis là, après ça, c'est la détresse. C'est la détresse. Puis ça, c'est comme une zone assez... C'est à risque. Moi, je dis là, c'est quand on est dans l'avion, là, puis il y a des grosses secousses. Ça, c'est la détresse. Les émotions sont extrêmement fortes. Puis... Ça peut même arriver que les couples ne survivent pas. J'en ai vu beaucoup. Ça arrive beaucoup, surtout dans notre communauté. Parce que, mais ça, je le comprends quand même un peu dans un certain sens. Parce que c'est toute une adaptation au niveau de la famille. On sait toujours qu'il y a un parent qui est dans le déni, mais l'autre qui se dit, mais moi, je n'ai pas le choix, je dois m'occuper de mon enfant. Et le reste de la famille peut être délaissé aussi. Parce qu'on met toute l'attention sur l'enfant qui a un TSA parce que quelqu'un doit en prendre soin. Exact. Donc, ça crée des tensions au niveau de la famille. Et même au niveau de la fratrie aussi, qui peut se sentir délaissé. Oui. Mais peut-être que je vais sortir un peu, mais est-ce qu'au niveau de la communauté, au niveau des services qui sont offerts, au niveau des ressources, qu'est-ce qu'il y a pour accompagner ces familles-là? Est-ce qu'on leur offre un psychologue ou c'est quoi les services? Je pense que tout dépendamment de où est-ce qu'on se trouve, mais de plus en plus, les organismes communautaires ont développé des services justement pour soutenir. Si ça fait partie de leur mandat de vocation au niveau familial, les maisons de la famille, les organismes communautaires, les parents peuvent avoir du soutien à cet endroit-là, que ce soit à Laval, que ce soit à Montréal. Je suis beaucoup plus familière avec Laval parce que je travaille à Laval, mais à Montréal aussi, tu sais, Autisme Laval, c'est un site sur lequel les parents peuvent aller pour justement avoir du soutien. Puis parfois même, si on écrit ressources, organismes communautaires ou autisme pour parents qui ont un enfant TSA, sur Google, ils vont trouver beaucoup de ressources qui peuvent leur venir en aide. Je sais que oui, tout ça, c'est beau sur papier, mais moi, je communique beaucoup avec des gens, des parents qui ont des enfants autistes. Il y en a une que tu connais qui fait partie de Grace. Oui. Puis c'est extrêmement difficile de trouver les ressources. C'est extrêmement difficile. Il y a des parents qui doivent se battre pour avoir droit à des ressources. Très souvent aussi, ils n'arrivent pas. Le parent voit que l'enfant a un TSA, mais on refuse de lui donner le diagnostic, donc le parent n'a pas droit au service. En fait, on ne peut pas refuser de donner un diagnostic à un parent. Ça dépend toujours du processus, de où est-ce que ça part. Dans le public, malheureusement, ce qui se passe, c'est qu'il y a une liste d'attente. C'est long avant d'avoir le service. Le communautaire, ils ne vont pas te donner le diagnostic. Pas au communautaire. Le médecin de famille ne donne pas non plus de diagnostic, mais il peut faire des références. Et là, pour aller le chercher au privé, ça coûte des sous. Ouais. C'est ça l'affaire, c'est que ça coûte des sous. Okay? Et parce que ça coûte des sous, ça prend du temps. Et tant que le parent n'a pas de diagnostic, ça peut être en effet plus difficile pour le parent. Mais si le parent est au fait ou a même une suspicion, par exemple, de dire, il me semble que mon enfant, dans son évolution, les traits autistiques sont beaucoup plus grandes, ben, le parent peut aller aussi chercher comment s'informer, se renseigner autour de lui pour mettre ce qu'il y a. Puis j'aime dire à mes parents, vous savez, oui, un enfant TSA ne se développe pas comme un enfant neurotypique.
c'est au niveau de la vitesse, du traitement de l'information, de comment on fait. On met une routine en place. Toute la base pour un enfant, on couche l'enfant à une certaine heure, on lui donne un repas à une certaine heure, on s'assure de faire des jeux, on fait semblant, on crée des choses avec l'enfant. On le fait quand même avec l'enfant, même si qu'il a un TSA. Oui. Parce qu'on est en train de le sortir, puis on est en train de l'aider à se développer. C'est quand... Parce que des fois, ce que aussi j'observe, c'est que jouer avec un enfant... Moi, je te donne l'exemple de moi. Quand j'étais enfant, ma mère ne jouait pas avec moi. Mon père ne jouait pas non plus avec moi. J'étais un enfant qui m'occupait, je m'auto-gérais avec mes frères et sœurs. Quand moi, je suis devenue maman, j'ai dû prendre sur moi pour m'asseoir et jouer avec mon enfant. Et dans la communauté, malheureusement, les parents ne savent pas ça. Donc, ils ont besoin de services de personnes qui vont venir s'occuper de leur enfant, de venir stimuler leur enfant. Mais c'est quelque chose qu'ils peuvent déjà commencer eux-mêmes. Mais il faut se faire violence. Mais est-ce que c'est quelque chose qu'on leur enseigne lorsqu'on leur donne le diagnostic? Est-ce que ça fait partie aussi des informations? En fait, malheureusement, ce que moi, je sais, c'est que quand un parent, dépendamment de où est-ce qu'il se situe, s'il a pris son diagnostic au privé, il a juste son rapport avec lui. Puis il y a des recommandations à la fin du rapport, contacter tel organisme, envoyer une référence à tel, mais non. Le parent, bien souvent, en tout cas, peut être livré à lui-même et doit aller lui-même chercher ses ressources. Malheureusement, puisque tu as dit tantôt, c'est vrai, le parent qui crie plus fort va avoir des services plus rapidement. Et ça ne veut pas dire que celui qui ne crie pas n'est pas en détresse. Mais oui, tu as raison. Wow. Merci, Nausicaa. Votre enfant a reçu un diagnostic de TSA. Ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. Donc, vous passez par des étapes. Donc, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui avec notre invitée experte Nausicaa Jean. Donc, on a parlé de lorsqu'on reçoit le diagnostic, donc c'est l'état de choc. Oui, exactement. Le parent ce qui est tout à fait normal, comme j'ai dit, c'est un peu comme faire un deuil, même si on savait, même si il y avait des signes, on voyait que l'enfant avait un comportement qu'on pourrait juger, je ne veux pas dire inadéquat, mais différent. Oui, différent, mais même qu'il y en a qui vont le considérer comme étant inadéquat, mal élevé. Ça peut être des mots à être utilisés. Je voulais peut-être partager des petits témoignages. Tu sais, dans le choc, il y en a qui vont dire « je me sens paralysée ». On me parlait, mais je n'entendais rien. C'était comme un tremblement de terre. Je me suis sentie soulagée. Je comprends mieux les comportements de mon enfant parce que ça aussi, ça peut arriver. Je m'en doutais depuis longtemps, mais je n'avais pas envie d'avoir raison. Wow. Fait que c'est vraiment, ce sont des témoignages comment les gens vivent au niveau du choc. Ben oui. Ça prend beaucoup d'empathie, beaucoup d'amour pour comprendre, puis ne pas avoir des regards vis-à-vis de ces enfants-là. Parce qu'il n'y a personne qui le voudrait, que ça arrive à son enfant. Oh, totalement. On n'a rien fait pour que ça arrive non plus. Non. Puis, tu sais, moi, mon garçon, c'est un petit garçon à 2 ans, 2 ans et demi. Il faisait des crises, des pertes de régulation, mais des crises, ça veut dire, il faisait beaucoup de colère. C'est très difficile. Ils l'ont renvoyé de 3 garderies. C'était extrêmement difficile. Puis à un moment donné, je voyais qu'il avait un sens de justice tellement développé et tout. J'étais comme, écoute, moi, je pense que mon garçon a des traits autistiques. Puis, je suis allée chercher la référence dans les mains de son pédiatre. Et je ne vais pas vous mentir, j'ai collé la référence dans mon mur et la référence, là, elle m'a regardée très longtemps. Je n'arrivais pas à trouver un téléphone pour appeler parce que dans mon cœur et dans mon âme de maman, j'étais comme, est-ce que je veux m'embarquer dans ce processus-là? Est-ce que je vais aller le chercher, ce diagnostic-là? Tu sais, Dieu merci, mon garçon, il s'est remis droite, là, comme on peut dire. Ça a comme changé les comportements et tout. Puis, j'ai gardé la référence et tout. Puis, je me suis dit, ça arrive parce que il y a aussi ce qu'il faut comprendre, c'est que l'autisme, on l'avait dit la dernière fois, c'est un spectre. Donc, ça part d'un niveau qui peut être un niveau très élevé, un niveau moyen, un niveau léger. Donc, ça se peut qu'il y a des gens dans la société qui vivent avec des traits TSA sans être diagnostiqués nécessairement. Fait que c'est de se dire, puis des fois, il y a des parents, j'adore quand ils me disent, oh, tu sais, à 3 ans, là, puis aujourd'hui, mon enfant à 5-6 ans, je le reconnais plus.
Ça aide beaucoup le parent dans son processus d'adaptation. Voir quand son enfant se développe. Tu sais, tantôt, tu me disais comment est-ce qu'on aide un parent. Le parent s'aide aussi en voyant le développement de son enfant. Il reprend courage puis il est capable de voir, hey, mon enfant est capable de grandir, mon enfant est capable de se développer. Mon enfant ne disait pas papa et maman, puis soudain, il m'appelle papa, il m'appelle maman. Il y a toutes les manifestations écolalie, puis que l'enfant, il disait des mots, puis que finalement, il va dire maman, pomme, puis qu'on va lui donner une pomme, puis qu'il va le prendre. Oh, c'était une demande dirigée. Fait que tout ça, ça a vraiment des effets positifs sur le parent. Mais tu sais, c'est avoir ce diagnostic-là, c'est pas la fin du monde non plus. Moi, mon directeur, mon ancien directeur est autiste. Wow. Mon ancien directeur. Oui, tu l'as connu. Notre directeur. OK. Oui. Et puis, il est quand même directeur. Exactement. Les conseillers pédagogiques et directeurs. Wow. Il y a aussi Brigitte Harrison. Brigitte Harrison, c'est une Québécoise. Elle est travailleuse sociale. Louis T, c'est un grand humoriste. Et pourtant, il se présente devant beaucoup de foule. Mais Louis T a un diagnostic d'autisme aussi. Donc, c'est pas la fin du monde. Non. Donc, maintenant, on va passer à l'autre étape là, du processus. En fait, qui serait la dernière étape. Je veux juste... c'est pas l'avant-dernière? C'est l'avant-dernière. Moi, je dis souvent, il y a une marche entre les deux. Mais je voulais juste, dans l'étape du déni, s'il y a certains parents qui se posent des questions, qu'est-ce qu'ils pourraient entendre comme réflexion? Dans le déni, ce jour-là, ma fille n'allait pas bien. À la maison, elle n'est pas comme ça. Ça, c'est quand le médecin observe, quand le professionnel observe, puis que finalement, il donne le diagnostic. Dans le déni, le parent va dire, mais non, c'est parce que mon enfant, il n'agissait pas comme avant, c'est pour ça. Les médecins se trompent, ils ne l'ont pas vu assez longtemps, ils n'ont pas fait suffisamment d'examens pour juger. Elle courait, elle pleurait, elle criait, elle n'a pas bien participé, mais je sais qu'elle est bien plus capable que ça. Ça, c'est dans le déni. Okay? On n'est pas le parent... C'est vraiment de trouver toutes les raisons possibles pour refuter, en fait, ce que le professionnel leur donne. Dans la troisième étape qu'on avait vue, qui était la détresse, ce qu'on va entendre aussi au niveau du parent, c'est de ma faute. Il n'y a rien à faire, je suis découragée. Aussi, je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter ça. Pendant ma grossesse, je n'ai pas bu, pas fumé, j'ai fait tout ce qu'on m'a dit de faire, mais peut-être que. Il y a toujours un peut-être que. Il y a aussi, je me sens tellement triste. Personne ne peut me comprendre, je n'en peux plus. Il m'arrive même d'avoir des pensées terribles et cela me fait culpabiliser. C'est que le parent est tellement dans une détresse tellement profonde qu'il ne voit pas d'avenue. Okay? J'aime à dire que quand on traverse le processus d'adaptation, c'est comme un plongée sous-marin qu'on fait, mais on n'est pas dans un sous-marin, on retient notre souffle. Okay, on retient notre souffle, ce qui nous emmène au processus, à l'autre processus qui est l'adaptation. L'adaptation, je dis souvent que là, on sort la tête de l'eau. On sort la tête de l'eau parce que dans l'adaptation, on est capable maintenant de parler à quelqu'un, de dire « Oui, mon enfant, il y a un diagnostic. On est un peu émotif, mais ça va, on est capable de le partager. Des fois, on peut reconnaître aussi, là, j'ai atteint mes limites, fait que je vais passer à ma conjointe, elle va m'aider, ou mon conjoint qui va m'aider, ou sinon je vais appeler un grand-parent que je connais qui peut m'aider. Là, on est capable, on accepte d'aller chercher de l'aide. L'isolement aussi qu'on va retrouver dans la détresse va beaucoup être moins présent. On va accepter d'aller prendre un café, ou on va accepter qu'il y a des gens qui viennent à la maison. Fait que là, on est en train d'entrevoir que ça peut bien aller. Et quand on arrive dans la réadaptation, qui est un peu la dernière étape, là, le parent prend des moyens et est conscient de sa nouvelle réalité. Et là, ça peut être un parent qui va aller dans des conférences, ça peut être un parent qui va rechercher des ressources, qui va peut-être même devenir un parent modèle, un parent qui va aller parler à d'autres parents, qui va dire, j'ai passé au travers de ça, je suis prêt à t'aider à mon tour, je sais ce que tu vis, tu n'es pas tout seul. Fait qu'on va retrouver ça dans la réadaptation. Le climat familial aussi, il devient beaucoup mieux. Les parents sont prêts en ce moment-là, ils mettent les adaptations en place. Ils savent que l'enfant, à telle heure, c'est important, il faut qu'il mange, mais ils ne vont pas laisser passer, ils vont s'assurer de suivre la routine de leur enfant. Donc, ce sont toutes les étapes qu'un parent va traverser pour être en mesure de dire, j'ai reçu le diagnostic, aujourd'hui je vis avec le diagnostic. Moi, je sais que, puis c'est ça l'affaire aussi, c'est que je sais que c'est un état, que ce n'est pas une maladie. Donc, c'est un état, c'est neurodéveloppemental. Donc, mon enfant va avoir un diagnostic à vie. Donc, à toutes les étapes de la vie de mon enfant, il va avoir besoin de soutien particulier. Fait
quand le parent sera à cette étape-là, c'est beaucoup ça. Puis, les phrases qu'on va retrouver, c'est « Je suis content. Mon enfant fait des progrès. Il a encore des difficultés, mais j'ai l'impression que le pire est passé. » Ma femme et moi, nous nous entraidons. Si l'un se décourage, l'autre le soutient. C'est bon pour moi de le voir faire des tas de choses, progresser. Je suis enfin capable de voir mon enfant tel qu'il est. En fait, quand on dit tel qu'il est, c'est que mon enfant est un enfant avant tout. Et c'est ce qu'on veut que les parents retiennent. L'enfant est un enfant avant tout. C'est ça. Et c'est ce qu'il faut regarder. Puis j'aime à dire que l'enfant, en fait, c'est que c'est un enfant avant tout, avec un diagnostic de TSA. Comme moi, je porte des lunettes, je ne suis pas une aveugle. Je suis une personne qui ne voit pas bien, donc j'ai des lunettes. Oui. Fait qu'on ne me traite pas comme, tu sais, comme une personne qui est aveugle aussi, il a d'autres qualités. Oui. Fait que c'est la même chose qu'on va dire pour un enfant qui a un TSA. Oui, il a un TSA, mais il va se développer. Et j'aime dire aussi à mes parents, tu as une photo aujourd'hui, cette photo va changer dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. La photo va évoluer. Courage. Oui. C'est vraiment ça. Wow. Donc, il y a quand même des signes qui vont faire en sorte que toi, comme professionnel, tu vas te dire, ben, je pense que le parent est rendu à cette étape-là. Le parent commence. Selon ce que le parent va accepte. dire, oui. Selon ce que le parent va dire. Puis le processus d'adaptation aussi, attention, on ne le vit pas une fois. Le processus d'adaptation est quelque chose qu'on garde à vie. Pourquoi? Okay. Quand l'enfant est enfant, il est enfant. Quand il devient adolescent, c'est une autre étape. Quand il devient jeune adulte, c'est une autre étape. Quand les parents, mais non, quand les parents commencent à vieillir, ok, puis que cet enfant-là, il devient adulte, c'est une autre étape. La seule chose, c'est que dans chaque étape, on va avoir développé des stratégies qui vont nous rendre beaucoup plus forts, plus résilients, comme tu avais dit, qui font en sorte qu'on a accès à des moyens plus rapidement pour se remettre sur pied. Versus si on n'avait jamais traversé ces étapes-là, là, on serait peut-être on aurait moins de stratégies. C'est vrai, parce qu'on va être un peu plus capable, un peu plus outillé, un peu plus, on va se connaître un peu mieux aussi, puis on va même reconnaître les signes en tant que parent. Je pense que je commence à être un petit peu dans la détresse en ce moment. Je vais aller chercher de l'aide. Exactement. Puis, ou bien, on dirait que je suis dans le déni, là. Oui, exact. Fait que je pense que c'est tellement intéressant et important d'avoir connaissance, de prendre connaissance de ce processus. Puis je dis aux parents, apprenez à vous connaître. Oui. Apprenez à vous connaître, c'est tellement important parce que c'est ça qui nous aide et qui nous permet à se dire, OK, ça c'est ma limite. J'ai atteint ma limite. Je vais aller chercher de l'aide. Mais je pense que la compréhension de ce processus-là, ça va vraiment aider les familles, aider la communauté en général à savoir comment accompagner ces gens-là. Oui. Merci énormément, Nausicaa, pour ton expertise. Avant de quitter, quel conseil que toi, tu aurais pour les familles, la communauté en général? En fait, là, je dirais de ne pas avoir honte. Et surtout, qu'ils n'ont rien fait pour mériter ça, que ce n'est pas une punition de Dieu non plus. C'est pas une punition de Dieu non plus. Puis que, comme on dit en créole, on dit grand monde les fait salver. Dieu fait ce qu'il veut, mais Dieu prévoit toujours des provisions. Dieu va toujours ouvrir des portes là où on pense qu'il n'y en a pas. Puis aussi, ce que ma communauté a de la misère à faire, c'est aller s'informer. Ça ne sert à rien de se battre parce que c'est du temps qu'on perd. Qu'est-ce que tu veux dire se battre? Se battre, c'est se battre contre les professionnels, se battre contre le diagnostic, le recevoir et ne pas vouloir l'entendre. Ce qui est mieux, c'est aller chercher de l'aide. Et même quand on ne se sent pas prêt, on va juste aller s'informer, juste pour s'informer. Mais c'est comme rester éternellement dans le déni, là. Exactement. Et ça, c'est ni bon pour le parent, ni bon pour l'enfant. OK? C'est vrai. Fait que moi, c'est le conseil que je donnerais. Puis, trouvez-vous des personnes de confiance à qui vous pouvez échanger par rapport à ça. Ne le gardez pas tout seul. Ne soyez pas isolés. Et d'arrêter de se taper sur la tête, parce que c'est toujours notre faute. Puis ça, là, on dit souvent que les enfants ont la culpabilité facile. Les parents
ont la culpabilité facile. On a toujours l'impression que c'est de notre faute si notre enfant n'a pas fait telle chose ou notre enfant n'est pas devenu telle chose. Ce n'est pas de notre faute. On fait ce qu'on peut pour pouvoir donner ce qu'on peut à notre enfant. Ouais. Donc, ça n'a rien à voir avec les gènes. C'est pas parce que mon mari a eu telle chose ou que moi, j'ai eu telle chose dans ma famille. Des fois, il y a des parents qui vont chercher des causes, mais ça, c'est quand on est dans le déni, dans la détresse. On veut savoir. En même temps, moi, je sais pas si je t'avais posé cette question la dernière fois. Tu me l'avais posée. Et ce que j'avais dit, c'est que c'est un terrain extrêmement délicat. Elle est glissante, très délicate. Pourquoi? Parce que il n'y a aucune preuve scientifique qui peut démontrer à 100% que l'enfant a un diagnostic de TSA à cause d'un parent. Mais n'empêche qu'il y a certaines familles, il y a plus qu'une... Oui, en effet, si le gène est présent, il est possible. Puis même que des fois, tu sais, ce qu'on aurait entendu dire, c'est de dire, comme par exemple, aujourd'hui, on dit 40 est devenu le nouveau 30 ans parce que les femmes veulent faire des enfants à 40 ans. On va dire, mais plus tu es âgé, quand tu fais des enfants, plus tu risques d'avoir un diagnostic. Mais moi, j'ai connu des jeunes femmes de 20 ans, 25 ans. Ma mère m'a eu à 44 ans. Tu en es la preuve vivante. C'est ce qui fait qu'on ne peut pas nécessairement mettre la main précisément. Est-ce qu'il y a possibilité? Moi, je te dirais que bien souvent, ce qui va se passer quand le parent va avoir le diagnostic, on va envoyer faire des tests génétiques généraux pour pouvoir éliminer d'autres choses, pour voir qu'est-ce qu'il y a. Mais bien souvent, tu sais, un parent peut avoir 4 enfants, puis juste un seul enfant qui l'a. Donc, si c'est si génétique que ça se transmettrait à tous les autres enfants. Oui, il y a des parents qui ont 2, 3 enfants, puis les 2, 3 enfants aussi. Là. Exactement. Ça, c'est comme j'aime mes enfants qui disent mystère et boule de gomme. Oui, c'est vrai. Mais je suis vraiment tentée de te poser cette question-là, Nausicaa. Oui, au début, on a parlé du fait qu'il y avait des parents dans le déni qui disaient, ben on va prier, puis l'enfant va guérir. Oui. Mais c'est sûr qu'on est chrétien, puis notre première pensée, c'est vraiment c'est de prier. Et ce n'est pas mauvais. On se dit qu'il n'y a aucune maladie. On dit que Dieu guérit toutes les maladies. Oui, mais ce n'est pas une maladie. Je sais qu'il n'y a pas si longtemps, j'en parlais avec une autre collègue chrétienne, puis elle me disait que ça arrivait qu'il y avait des parents qui lui disaient en entretien, ben moi je vais prier puis mon enfant va guérir. Ah oui, totalement. Totalement. Toi, tu réponds quoi? Moi, j'aime ça. Quand les parents emmènent leur croyance, quand il faut parler du diagnostic, je leur dis d'accord. Qu'est-ce que Dieu vous dit? Parce qu'il y a une phrase qui dit « Aide-toi et le ciel t'aidera ». D'accord, je suis tout à fait d'accord, ça ne me dérange pas. Vous allez prier, priez. En ce moment, moi, ce que je peux vous offrir comme service, c'est tel soutien qu'on va mettre autour de l'enfant. On fait les deux. Mais jamais je vais dire aux parents qu'il a tort. Parce que la croyance d'une personne, c'est une valeur qui est très profonde, qui est fondamentale et qui l'aide à avancer. Fait qu'il ne faut jamais aller écraser ça. Et tu ne sais pas c'est quoi sa relation avec son Dieu non plus. Exactement, exactement. Il y a à EMCI, si un parent veut aller écouter, il y a un pasteur justement qui a un enfant qui a un diagnostic de TSA et il raconte tout son processus. Et c'est un pasteur. Wow. Il raconte tout son processus, comment il a accueilli le fait d'avoir un enfant avec un diagnostic, étant un grand serviteur de Dieu. Malheureusement, on est déjà rendu à la fin. Nausicaa, je pense qu'on aurait passé toute la journée à parler de ce processus-là. C'est sûr qu'on va avoir, très bientôt, on va avoir une conférence là-dessus et Nausicaa va être une des panélistes, c'est certain. Alors voilà. Mais oui, mais je tiens quand même à informer que vous pouvez suivre Nausicaa Jean sur les réseaux sociaux. Elle a un podcast qu'elle anime elle-même qui s'appelle Identité en croissance sur sa page Instagram et Facebook et prochainement sur YouTube. On va pouvoir la voir en vidéo, faire son podcast qui discute de différents sujets, différents enjeux et vous voyez son expertise. Donc moi, je vous invite à continuer de la suivre et si tu peux épeler ton nom, s'il vous plaît, Nausicaa, pour que tout le monde puisse aller s'abonner à ta page. En fait, pour s'abonner, il faut aller à Identité en croissance. Puis pour la page Facebook, c'est Nausicaa, mais en fait, vous n'allez pas trouver Nausicaa, vous allez trouver Nose Jean, donc N-O-Z Jean. Et c'est quand vous arrivez sur ma page que vous allez pouvoir voir que mon nom, comment il s'écrit au complet. Mais Identité en croissance, c'est sûr, c'est une capsule bleue
que vous allez pouvoir trouver les vidéos, surtout sur Instagram. Super, Ouais. Merci pour toutes ces explications précieuses. Merci de m'avoir invité. C'est un vrai plaisir. Pour toi. Amen. Merci. On termine avec la prière. Alléluia, Seigneur, on est tellement reconnaissant ce soir, Père éternel, pour ta bonté, ta fidélité, Seigneur, Papa. Tu nous dis, Seigneur, que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Seigneur, je veux te remettre toutes les familles qui sont représentées, Seigneur, Père éternel, qui vivent toutes sortes de situations. On sait que tu es avec nous, on l'a dit plus tôt et on le dit encore, que peu importe ce qu'on traverse, tu es avec nous, Seigneur, et que même si le malheur atteint souvent le juste, tu nous délivres toujours et nous te faisons confiance. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen, amen, amen. Alors, merci Nausicaa, merci Jenny, merci Frère Jackson. Merci à vous, fidèles auditeurs. Merci de nous avoir accueillis chez vous. C'était pour vous l'émission L'éducation, parlons-en sur les ondes de la radio La Voix de la Vérité de l'Église évangélique Philadelphie de Montréal. Alors, nous vous disons à la semaine prochaine, même heure, même poste.